Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un plaisir de vous retrouver, entrepreneurs, gestionnaires, leaders en affaires, pour un autre épisode passionnant de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir de recevoir des invités avec un parcours aussi varié les uns que les autres et qui ont un seul et unique objectif, c'est de vous partager de leurs expériences, de leur vécu pour pouvoir vous permettre d'enrichir le vôtre. Donc, on découvre à l'intérieur de ces entrevues-là des petites pépites qui vont vous être utiles, qui vont vous servir dans vos rôles respectifs en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Chiasson. Donc, Nathalie qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement organisationnel et du leadership en entreprise. Nathalie accompagne les leaders transformationnels dans leur capacité de pouvoir se développer leurs équipes. Et on parle beaucoup de changement. Et pour moi, le changement, c'est la seule routine qui existe en ce monde. Et quand on est dans le changement, on a besoin d'accompagnement. Donc, c'est le fer de lance de Nathalie qui accompagne dans le changement les leaders en entreprise. D'ailleurs, Nathalie a eu l'occasion de travailler dans beaucoup de dossiers, beaucoup de projets. Mais pour nommer deux entreprises qui sont très bien connues et prisées, on va parler de Beneva et de TELUS, dans lequel elle a eu l'occasion de faire des accompagnements qui ont permis, par son travail, à atteindre des buts et des cibles pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs respectifs. Donc, préparez-vous à entendre Nathalie, à découvrir des stratégies et soyez assurés que je vais la bombarder de questions pour en apprendre davantage sur comment il fait les choses. Donc, essayez de trouver des petits secrets cachés et bien gardés des fois. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour François. C'est un plaisir de te recevoir. Pareil pour moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oui, puis à quelque part, écoute, on est toutes les deux dans un domaine connexe, mais on fait des choses différentes avec une approche qui est propre à chacun de nous. Donc, moi, c'est beaucoup plus dans le domaine des neurosciences et toi, tu es inspiré et différentes formations aussi qui t'amènent à travailler dans ton domaine à toi. Oui, effectivement. Dis-moi, Nathalie, peux-tu me parler de ton parcours personnel académique qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Je dirais, pour commencer, que pour une fille qui voulait s'en aller en médecine, j'ai fini pas mal à côté. Fait que mon désir initial, c'est vraiment de migrer vers la médecine et finalement, suite à une reconstruction complète du genou, j'ai pas mal discuté avec mon orthopédiste à ce moment-là, puis je me suis aperçu que la médecine, c'était peut-être pas tant pour moi que ce que je pensais. Ça m'a amené à migrer vers un bac en psychologie. OK. J'ai détesté fondamentalement, parce que c'était en recherche. Fait que, puis sincèrement, je pensais que ça me servirait jamais, mais ça me sert. Et de là, j'ai eu la chance de travailler dans un restaurant comme gestionnaire et de vouloir essayer différentes pratiques de management, dont, entre autres, la gestion participative. Et partant de cette expérience-là, j'ai décidé de faire un bac en admin. J'ai suivi avec ma maîtrise en admin. Je dirais que tout mon cursus scolaire a été orienté psycho-organisationnel. Mémoire, thèse, là, mon troisième cycle aussi. Plus particulièrement sur la migration des modèles mentaux en contexte de transformation et sur la transformation de la culture. Et j'ai beaucoup travaillé aussi au niveau du développement des croyances d'efficacité. De ça, j'ai fait 3 certifications en coaching de gestion, neurosciences et développement personnel. Et je continue parce que j'adore ça. C'est une passion pour toi. Oui, c'est vraiment. Une passion pour toi. Vraiment. Mais y avait-tu des bases préexistantes dans ton environnement, peut-être dans la famille, parents, amis ou collègues qui t'ont amené à aller dans cette direction-là? Pas
Bien, pas de temps. Ma mère est infirmière, de là, mon intérêt à vouloir migrer vers la médecine. J'ai passé beaucoup de temps à l'urgence, mais mon père avait son salon de coiffure. OK. Ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi à ce moment-là, là, être propriétaire d'une micro-entreprise. Là. Oui. Fait que c'est pour ça que ça c'est pas venu naturellement. Mais mon grand-père, le père de mon père, était propriétaire du magasin général dans le village où est-ce que mon père a grandi, au Nouveau-Brunswick. Puis il a vraiment joué un rôle clé puis déterminant pour le développement de la francophonie au Nouveau-Brunswick. Fait que ça a été, je dirais, le contact le plus proche que j'ai eu avec le management. OK. Puis quand même, bien, pour ceux qui ne le savent pas, Chiasson, là, c'est pas d'origine du Québec. Pas pantoute. Non. Ça vient de la péninsule acadienne. Oui, Tu donnes un coup sur une roche, il en sort deux. C'est bon. Mais il reste que ton père, d'une façon, OK, a su t'influencer. D'une certaine façon, je dirais même que mon père a été après appelé à intervenir dans 2-3 CA. Puis, mon père est analphabète fonctionnel. OK. Et malgré tout, il a quand même très, très bien réussi pour sa business à lui. Mais il a aussi eu des super de belles interventions dans les mandats de CA qu'il a eu. Fait que je dirais que c'est plus le leadership. Le leadership. Que le management qui m'a vraiment rejoint chez mon père et chez mon grand-père. OK. Puis également, bien, écoute, quand tu parlais des regroupements acadiens tantôt, bien, écoute, on parle d'organisation aussi, là. Oui. Donc, ça, c'est inspirant, là. Mais, tu sais, dans ton parcours, y a-tu eu des expériences plus marquantes que d'autres qui t'ont dirigé? Parce que là où tu es aujourd'hui, puis là où tu as débuté, là... il y a un monde. Il y a quelques années... il y a quelques années, puis il y a quelques époques aussi en matière de leadership, de management. Là. Je dirais que l'expérience qui a été... Il y en a deux qui ont été très déterminantes. Celle qui a fait que j'ai délaissé mon entrée à la maîtrise en psychologie pour faire un autre bac en administration des affaires. Quand je gérais, à l'époque, un restaurant Marie-Antoinette, oui. J'avais 70 employés. Puis, j'ai essayé d'installer la gestion participative dans une entreprise syndiquée Métallo, qui était un syndicat qui était dur à l'époque, et je me suis méga plantée. Ah oui? Mais méga plantée. Moi, dans ma tête, tout le monde devait être interpellé par la gestion participative, mais c'était pas le cas. Puis là, on retourne dans les années 80. OK. Fait que ça m'a vraiment amené à me dire, là, il faut que j'aille me chercher des bases pas mal plus solides que rien que ma formation en psycho, parce que je ne vais pas y arriver avec ça. Fait que ça a été le point de départ. Et quand j'ai fait à peu près la première année de ma maîtrise, j'ai commencé à travailler avec Pierre Dionne à l'époque, qui a par la suite fondé la Direction générale de la formation continue. On était une petite gang, on était 5-6, travaillait avec Pierre, et on accompagnait les organisations qui évoluaient en contexte transformationnel pour former leurs gestionnaires avec une formation certifiante dans des approches expérientielles. Donc, des approches qui étaient avec un cursus scolaire très centré sur le coaching dans l'action et le développement aussi de la personne. OK. Le premier client qu'on a accompagné, ça a été Desjardins, dans le temps de la réingénierie du mouvement Desjardins. Ça a été quelque chose. J'imagine. Ça a été vraiment une méga transformation. J'en ai vu des gestionnaires qui ont mangé de la misère. J'avais de mes gestionnaires qui travaillaient à couper leur propre poste. Parce que du début de la réingénierie, avec les fameuses 6 clés de gestion, ça en est suivi des fusions de caisses. Fait que ça a été un élément très, très déterminant, cette période-là dans ma vie. Parce que c'est là que j'ai réalisé que les gestionnaires étaient loin d'avoir un rôle qui était facile. Au contraire. Ils devaient être les premiers à changer, mais il fallait qu'ils gèrent le face parce que personne ne les coachait puis les accompagnait là-dedans. Et ils devaient gérer les opérations, maintenir les standards puis l'atteinte des objectifs de l'organisation et en même temps accompagner puis guider leurs employés dans la transformation. C'est un solide mandat. Puis je pensais que ça serait le plus dur. Après, ça a été la réingénierie du mouvement de la santé. Oui. Sérieux, il n'y a pas une semaine dans mes formations que j'avais pas quelques gestionnaires qui pleuraient.
Je suis sûr. C'était tellement difficile. C'était dans le temps des coupures budgétaires que le ministre Barrette a faites début des années 2000. Puis ça a été excessivement difficile. Moi, j'ai des gestionnaires qui me disaient, Nathalie, moi, pour respecter ce qu'il veut comme budget, je choisis qui va mourir. Là. Fait que le dilemme éthique puis la misère psychologique dans laquelle ces gens-là étaient plongés, ça faisait aucun sens. De là, ma passion pour le coaching, le développement des croyances d'efficacité, pour être en mesure de bien les guider, bien les accompagner. Oui, puis, tu sais, je reviens à Desjardins, puis je reviendrai sur le réseau de la santé, là. Mais, tu sais, ton expérience chez Desjardins, il reste que aujourd'hui, comparativement à il y a 20 ou 30 ans passés, on a une connaissance des transformations organisationnelles. Sans tout savoir, on a une conscience puis une connaissance, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Non. Donc là, tu devais arriver comme une extraterrestre dans sa soucoupe volante, de débarquer, puis là, te retrouver, pour prendre l'expression bien québécoise, comme un chien d'un allée de quilles, là, OK, à parler de quelque chose que les gens ne devaient même pas avoir conscience et connaissance comment ça allait fonctionner. Là. Je dirais plus que ça, parce qu'on a été très identifiés, en quelque sorte, à la réingénierie, parce qu'on portait le message et qu'on devait habiliter les gestionnaires là-dedans. Ouais. C'était nous autres qui donnaient les consignes de changement là, dans la tête de ces gestionnaires-là. Et tout le volet sensibilisation, mobilisation, partage de la vision n'avait pas nécessairement été si bien fait que ça. Compte tenu de la durée et de l'ampleur de la transformation, on a changé de tout. Moi, j'ai fait des plans stratégiques, des plans d'affaires, des plans de main-d'œuvre, mis en place le virage vente dans les caisses. Ça finissait plus. Il était touché à tous les échelons. Et, phénomène le fun, j'étais la plus jeune, puis souvent seule fille. Fait que ça me prenait un gros ego. Oui, puis tu me voles la question parce que, tu sais, de voir une femme à l'intérieur d'un rôle comme celui-là, comment ça a été perçu dans les organisations, là, dans les 2 mandats que tu parles? Là? Écoute, je me suis sentie comme dans ma belle famille. On ne connaît pas ta relation avec ta belle famille. C'est une très bonne relation. Mais comme mes beaux-parents étaient les bébés de famille, OK. Ben mon chum, j'étais comme la dernière blonde qui rentrait dans la famille. Ouais. Fait qu'il m'appelait la petite. Fait que mes participants, ils m'appelaient la petite. T'étais pas un terrain inconnu. Puis c'était vraiment dit avec affection. Là. Sincèrement, là, c'était très, très loin d'être péjoratif. C'était pas méchant. Là. Non, aucunement. J'ai encore de ces gens-là avec qui je suis en contact aujourd'hui. Là. Ouais. En 2025, puis on parle des années 90. Là. Puis ça a été quoi ton plus grand défi? Là? Si je prends, par exemple, si je comprends bien, le premier grand dossier, grand mandat, ça a été avec Desjardins, mais ça a été quoi ton défi personnel à toi là-dedans, à l'intérieur de ce premier mandat-là? Je dirais la réingénierie du réseau de la santé, je l'ai trouvée exigeante. Je peux dire ça, là. Puis quelques années après, je suis rentrée en 2012 chez un autre client avec qui je travaille encore aujourd'hui. Puis je me rappelle que le VP, à l'époque, m'avait dit « T'as pas d'expérience dans la construction. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire pour nous aider? » Puis j'y avais dit « Toi, tu penses savoir c'est quoi la misère, là? Mais tu viendras gérer dans le réseau de la santé. Quand, comme gestionnaire, tu choisis qui va mourir, là, tu vas voir que ta job est facile. » Ouais. J'ai gagné là. J'ai gagné là. Ça a été... mais ça démontre quand même la trace que ça a laissé. Sérieux, ces gestionnaires-là, ils l'ont vraiment pas eu facile. Fait que ça, émotionnellement, au niveau empathique, je l'ai trouvé exigeante. Je pensais pas que ça irait si loin. C'est plus que de la transformation. Tu es en dilemme éthique là, Oui. dans ce contexte-là. Puis, à la capitale, il y a quelques années, en 2017, on avait intégré 2 ERP, 2 solutions d'ERP au même moment. Puis, j'intervenais en redressement de projet et la vice-présidence de qui je m'occupais avait été identifiée comme étant la dernière à être touchée par le changement. Et malheureusement, au même moment, la capitale avait gagné le contrat de la FIC.
qui est un groupe majeur, et ma vice-présidence, on s'est ramassé là, à devoir implanter le changement. J'avais pas de matériel de formation parce que les essais s'étaient terminés l'avant-veille. Incroyable. Puis j'avais eu beau le dire, là. Là, c'est dans le flux de valeur, c'est à la porte d'entrée. Si ton goulot d'étranglement est à la porte d'entrée, là, oublie ça, tu paralyses tout, puis tu arrives avec un méga groupe. Mais ils ont essayé tant qu'ils ont pu du côté projet de redresser les affaires pour nous replacer différemment, mais ça n'a pas été possible. Fait que côté formation, ça a quand même été un solide défi que de trouver une espèce de stratégie dans l'action qui permettrait de fonctionner. Un clash. Ça, c'est un défi plus intellectuel. Oui, un clash. Ouais. Un clash. Tu as fait une allusion tantôt au monde syndical dans une première expérience. Ouais. Mais comment cette expérience-là, de côtoyer le monde syndical, là, puis c'est sûr, quand tu arrives avec des métallos, puis là, ben, tu sais, il n'était pas dans l'acier, là, il était en hôtellerie, en restauration. Ouais. Là. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis comment ça contribue? Parce que tu dois... Tu sais, tu parles de Beneva, tu parles de Desjardins, il y a des milieux syndiqués, non syndiqués, là. Oui. Mais comment ça a contribué, toi, à façonner la personne que tu es aujourd'hui et te donner des ressources, un bagage de référence dans tes dossiers? C'est pas tant le fait que ce soit syndiqué qui m'a vraiment marqué en termes d'expérience. C'est pas mal plus le fait que j'étais arrivée avec un présupposé comme quoi tout le monde devait être intéressé et avoir le goût de s'impliquer dans la prise de décision puis dans la gestion participative. Si on se rappelle bien, à cette époque-là, là, on entendait beaucoup, beaucoup parler de cascade. Oui. Puis c'était révolutionnaire, c'était un grand succès. Fait que j'avais voulu, grosso modo, reproduire ça en me disant tout le monde va être plus content, va être heureux, va avoir du fun au travail. Et là, j'ai réalisé que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'investissement au travail. Puis que la meilleure affaire à faire après ça, c'était de ne pas arriver avec des hypothèses préfaites. Donc, ça a été une grande leçon. Oui. Pour une floune de 19 ans, ça a été une grande leçon. Ça a été une grande leçon pour la petite. Oui. C'est bon. Dis-moi, tu parlais de gestionnaire à l'instant, là, il y a quelques instants, gestionnaire, puis quelle est ta vision de l'évolution du rôle de gestionnaire au moment où tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, à aujourd'hui? C'est quoi cette évolution-là, cette vision-là de l'évolution du rôle de gestionnaire, selon toi? Je dirais que dans les années 90, le rôle de gestion était somme toute plus simple. Il y avait moins de complexité, il y avait moins d'incertitudes, il y avait moins aussi de challenge au niveau humain versus le contexte d'aujourd'hui. Donc, tu pouvais être un bon administrateur, ne pas être un bon leader, tu étais quand même capable de faire quelque chose de bien. Puis les changements, à ce moment-là, ils arrivaient un à la fois avec une certaine stabilisation. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus là. On est dans une période où les changements, ils arrivent comme une grappe de raisin en paquet. En coup de vent. Puis non seulement ils arrivent en paquet, pour ne pas dire en tas, ma vraie expression, c'est qu'ils arrivent en tas, ils arrivent beaucoup plus rapidement, ils sont beaucoup plus complexes et plus profonds, dans un environnement qui est beaucoup plus turbulent et qui va encore s'accélérer en termes de turbulence. Fait que le rôle de gestionnaire, je trouve, est quasiment, à la rigueur un rôle ingrat dans la mesure où on leur demande de tout être des supermen, de jamais être fatigué, toujours être de bonne humeur, d'avoir du fun dans la vie. Ouais. Alors qu'eux-mêmes, dans des changements, la nature des changements, elle a changé. Là, aujourd'hui, les changements qu'on met en place, c'est pour beaucoup des changements qui viennent te toucher dans ton identité de professionnel et qui vont amener un certain changement au niveau de tes modèles mentaux, de tes croyances. Fait qu'en termes d'ampleur et de profondeur, c'est beaucoup plus grand. Puis si je regarde un de mes mandats que j'ai terminé récemment, les changements, il y en avait facilement une centaine en même temps dans l'organisation et dans différents portefeuilles. Puis c'est un peu là, dans le domaine de l'assurance, Desjardins, IA, name it, là, c'est pas mal ça à l'heure actuelle. Ils sont dans des grosses phases
de transformation organisationnelle, chaque vice-présidence exécutive a ses portefeuilles de projets et ces projets-là ont des ramifications puis vont aller toucher différentes autres vice-présidences exécutives. Mais les vice-présidences exécutives impactées ne vont pas nécessairement être impliquées suffisamment tôt. Fait que leur changement impacte ton portefeuille, impacte tes opérations, puis tu vas le recevoir en arrière de la tête parce qu'on n'a pas eu le temps de t'attacher assez. Fait qu'en termes de complexité, là, moi, la meilleure image que je peux donner aujourd'hui, être un gestionnaire, c'est être un capitaine de bateau en pleine mer, en pleine tempête, par une nuit noire, sans lune, à l'appui bateau. Pas de repère. C'est ça. Et en gardant le sourire. En démontrant pas qu'il y a une sensation de perte de contrôle ou de démontrer ses émotions, ses peurs. Là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu apprennes à vivre puis à développer un certain confort dans une perte de contrôle relative. Ouais. Un peu comme on parlait de chevaux tantôt. Moi, j'ai 3 chevaux. J'ai cassé mes chevaux. J'ai fait de la rééducation de chevaux qui avaient des troubles de comportement. Quand tu embarques sur ces chevaux-là, tu ne sais pas si tu vas rester dessus. Ouais. Fait que tu as un certain contrôle, tu as un certain périmètre, tu te fies un peu sur ton pif, tu embarques, puis tu t'ajustes en cours de route parce que c'est souvent imprévisible. Oui. Bien, ça ressemble à ça, la gestion par les temps qui courent. Puis, dis-moi, parlant de gestion, puis parlant aussi d'expérience, parce que, bon, tu as beaucoup d'expérience. Et quand on parle de 30 ans, là, c'est pas 3 semaines. Donc, tu as sûrement eu une ou peut-être plusieurs expériences significatives où tu as dû travailler à mobiliser les ressources, une équipe à l'intérieur d'une organisation pour atteindre un projet de transformation. Y a-tu un exemple ou un dossier en particulier, tu n'es pas obligé de nommer de client, là, mais dans lequel tu as dû travailler très fort pour mobiliser les ressources d'une équipe afin de faire en sorte que le projet de transformation puisse prendre forme? J'en ai plusieurs en tête où je t'intervenais en redressement de projet et où ça s'en allait vraiment dans le mur. J'ai eu à travailler avec les équipes de projet, j'ai eu à travailler avec les gestionnaires et les employés. Et dans tous les cas, les grands oubliés, c'est souvent les processus d'affaires. Fait qu'on focus toute sa solution technologique parce que ça, ça c'est anxiogène, cette affaire-là. Là. Ouais. Mais on oublie que cette solution-là va venir s'intégrer dans un processus d'affaires. Et le défi que j'avais dans ces situations-là, c'était vraiment de ramener l'attention sur les processus métiers pour qu'on vienne les ajuster pour que ce soit le plus efficient possible pour protéger les opérations, tout en tenant compte du fait que, même si on dit transformation organisationnelle, bien, tu as peut-être 20 des processus qui vont changer, puis des systèmes, le reste va quand même rester pareil. Fait que tu rentres toujours un rond dans un carré. Fait qu'il faut que tu viennes le positionner, puis d'amener les gestionnaires, les équipes, à déroger du focus technologique pour regarder ce volet-là aussi, là, puis pas paralyser leurs opérations. Ça a été toujours le grand défi de mobilisation que j'ai rencontré. OK. Puis à ce moment-là, tu fais quoi en particulier? Comment tu abordes le sujet? Comment tu l'amènes? Comment tu le travailles avec l'équipe qui est en place? Je dirais que faut avec l'équipe de projet, oui. En premier, il faut vraiment le travailler dès l'élaboration des architectures, de le travailler aussi avec le porteur qui a un rôle clé dans cette transformation-là pour attirer son attention sur les conséquences de ne pas gérer ce volet-là. Ensuite de ça, bien, c'est d'aller travailler avec les gestionnaires qui vont le recevoir pour regarder avec eux comment ils vont être impactés puis à quel niveau. J'ai un client que j'accompagne présentement. Je travaille avec les gestionnaires et je suis arrivée un petit peu tard dans le projet. Et là, tout ce que je fais, c'est de leur dire, OK, mais telle affaire, tel aspect de ta solution va fonctionner de telle façon. Dans tes opérations, ça va avoir quoi comme impact? En quoi ça nuit? Comment ça va ralentir? Et tout ce qu'on fait là, depuis le début de ce projet-là, c'est débusquer des éléments qui vont paralyser le flux de travail. Là, tu viens de mentionner quelque chose, puis je vais revenir à mes autres questions tantôt, mais tu sais, tu es arrivé un petit peu tard dans le dossier, là. OK? Mais le moment idéal là, pour
intervenir dans un dossier, là, avant de ramasser des pots cassés puis que la bisbille soit pognée, là, le moment idéal pour faire intervenir une personne, une ressource comme toi, là, c'est quand? Dès le début du projet. À partir du moment où on s'entend sur le fait qu'on s'en va vers ces solutions-là, je dirais, dans mon cas, moi, j'aime ça, qu'on m'implique là, avant les signatures avec les avocats. Notamment pour s'assurer qu'il va y avoir des clauses de partage de risque. J'ai un de mes clients là, que j'étais arrivé très, très tard. Là. Ça n'a pas été fait. Puis, sincèrement, le fournisseur, là, il s'en paye à cœur joie. Ouais. Fait que le projet, il a coûté 4 fois ce qu'il devait coûter. Il n'y avait pas de balise. Il y a ben, c'est toujours la même affaire avec un intégrateur puis une organisation qui commence un projet de transformation numérique. L'équipe de l'organisation ne connaît pas la solution, fait qu'elle fait de son mieux pour l'appréhender dans son ensemble. L'intégrateur ne connaît pas l'entreprise. Fait que lui, il va se fier puis il va essayer de se faire une tête, mais si on n'a pas quelqu'un au milieu là, qui challenge un peu puis qui pose des questions pour amener à voir où est-ce qu'ils sont les écarts, bien, ça se pourrait qu'on signe des affaires qu'on n'aurait pas dû signer. Parce qu'on ne le sait pas. Parce qu'on ne le sait pas, puis c'est fait de bonne foi de part et d'autre. Là. Oui. Oui, il n'y a pas de mauvaise intention en arrière de ça. Là. Non, mais il reste qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Puis quand ton projet est supposé finir à telle date, bien, ton intégrateur, ses ressources, il les a mobilisées ailleurs. Oui. Il ne veut pas les bencher puis les garder à rien faire. Fait que si le projet s'étire puis qu'on rencontre des difficultés particulières, puis qu'on n'a pas de clause de partage de risque à ce moment-là, ça se peut qu'au niveau de la qualité de service puis de l'accompagnement, il va y avoir des petites lacunes parce qu'on n'a pas prévenu le coup ni d'un bord ni de l'autre. Ouais. Excellent. Je reviens à mes questions, là. Avec l'expérience que tu en as, OK, quelles sont les compétences, je te dirais, essentielles pour permettre à un gestionnaire d'être efficace dans son rôle aujourd'hui? À toute fois que quelqu'un me pose une question comme celle-là, là, je vois la face de Peter Senge, qui a sorti en 1990 la 5e discipline comme livre. Il l'a sorti 20 ans trop de bonheur, pour ne pas dire 30. Aujourd'hui, ce que ça prend, pour moi, c'est ce qu'il y a dans ce livre-là. Ni plus, ni moins. C'est vraiment un incontournable. Donc, être capable de mettre en place une vision partagée. Puis mettre une vision partagée, c'est pas aller gazouiller devant ton équipe sur où est-ce que tu t'en vas. C'est de créer un dialogue véritable, qui est une des disciplines qui est abordée dans la 5e discipline. Il y a toute la discipline aussi du travail en équipe, avec le travail au niveau des apprentissages en simple et en double boucle. Comment on apprend à apprendre dans un environnement qui est extrêmement turbulent. Puis je pense à l'IA qui arrive, là, qui commence déjà à créer pas mal de disturbance, puis de remous. Là. On en voit déjà un petit peu qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Fait que ce travail-là devient très important. Donc, comment j'apprends à apprendre? Le dialogue, la vision partagée. L'autre discipline qui, pour moi, est la grande oubliée et je dirais, d'un point de vue de l'analyse la plus critique, c'est l'analyse systémique. Et là, mon Dieu, là, qu'on a le tour de travailler ces symptômes. L'analyse systémique nous donne un cadre qui nous permet de partir du symptôme et de remonter aux causes racines et d'être capable d'anticiper les effets retards, les accélérateurs qu'il va y avoir et de pouvoir ajuster pas mal plus en amont notre intervention pour ne pas se faire prendre de court. Et ça, ce que ça implique, c'est d'avoir une gestion proactive. La 5e discipline, pour moi, là, c'est comme la grande clé dans la complexité d'aujourd'hui pour réussir. Puis malheureusement, tu sais, j'ai mes ceintures en ligne aussi parce que j'aime ça étudier, fait que je suis allée chercher ça aussi. Tout le lean management nous travaille dans cette orientation-là, mais pas avec une approche systémique. Et là aussi, ça entraîne des lacunes. Alors que l'analyse systémique
nous fait voir complètement différemment comment les choses vont se dérouler. Tu sais, je repense à un projet que j'ai fait il y a 3 ans. L'équipe de Lean était mandatée pour travailler sur un processus X. Ils sont limités, toi de même. Mais un processus est toujours imbriqué dans d'autres processus. Résultat, la solution qu'ils ont mis au point paralysait entièrement un autre processus. Fait qu'à 2 semaines du Go Live, j'ai un VP qui m'a appelé en me disant que ses équipes résistaient au changement. Moi, ça, là, c'est le mot qui me pue au nez. Donc, ces équipes résistaient au changement, ces équipes de gestion. J'ai dit, regarde, je vais aller les rencontrer. Ça a pris 3 minutes que c'était clair, là, que la solution qui avait été identifiée était pour détruire complètement un autre processus front au client. Fait qu'en termes d'expérience client puis d'impact de notoriété, c'était majeur. Fait qu'il a fallu se revirer sur une scène. Fait que l'analyse systémique amène ça. Pour moi, pour un gestionnaire d'aujourd'hui, c'est fondamental. Pour le commun des mortels, là, il y a des gens qui nous écoutent, là, puis quand j'entends parler d'analyse systémique, là, OK, peux-tu définir en quoi consiste l'analyse systémique? L'analyse systémique, là, si je la décris de façon simple, c'est de regarder les interdépendances entre les éléments, entre 2 départements, entre 2 équipes, entre les différents systèmes. Moi, quand je regarde une organisation, je vois pas une boîte carrée. Je vois une architecture d'affaires avec une architecture informationnelle, organique. Puis c'est comme tout un gros casse-tête qui se crée, puis je vois tout comment c'est interrelié. C'est d'aller développer cette vue-là. Parce que plus on est capable de la développer, bien, plus on est capable de s'assurer de prévenir les coûts. Tu sais, c'est pareil, mettons, remonter le chauffage dans une pièce. Il y a un effet retard qui est lié à ça. Oui. Ou refroidir pendant l'été. On va placer la température à tel moment. Et là, dans les premières minutes, on ne va rien sentir pantoute, là, parce qu'il y a un effet retard. Et tranquillement, hop là, on atteint la bonne température. Oui. On a aussi des effets accélérateurs. Que si on est capable de les cibler en amont, bien, on va éviter de se faire prendre les culottes baissées puis de devoir réagir à la problématique. Fait que grosso modo, l'analyse systémique, c'est que plutôt que de regarder les éléments, je regarde les liens entre les éléments et comment le mouvement d'un élément va avoir des conséquences sur d'autres plus loin. Impacter l'autre. C'est comme la plus belle métaphore, je pense, que je peux faire pour moi. Une organisation, si je l'analyse de manière systémique, c'est un mobile de bébé dans une couchette. Ouais. Fait que si je commence à avancer ou reculer une pièce ou l'autre, je vais venir modifier tout l'équilibre. Ouais. C'est cette notion-là d'interdépendance qu'il faut regarder. Excellent. Puis tu parlais à l'instant là, d'apprendre à apprendre. OK? Puis, écoute, Arthur Sitlak, c'est un écrivain anglais. Entre autres, c'est à lui qu'on doit 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis Arthur Sitlak a écrit à la fin des années 60 un livre, parce que c'est un écrivain futuriste aussi. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle 20 juillet 2019. Donc, le 20 juillet 2019, le titre de son livre, c'était pour donner en référence 50 ans après que l'homme apparemment ait mis les pieds sur la Lune, parce que c'est contesté par certains aujourd'hui, mais il va se passer quoi dans l'humanité? Fait que là, il extrapole, puis il regarde bon, dans différents secteurs, le domaine du transport, de l'éducation, la santé, etc. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'en 2019, l'être humain va être condamné à apprendre, à désapprendre pour mieux apprendre, tellement l'évolution, puis on est en plein dedans, tu le soulevais tantôt, tellement l'évolution va se faire rapidement, va devoir désapprendre certains systèmes, désapprendre certaines procédures, certains processus pour mieux apprendre. Donc, en termes d'apprentissage, comment tu évalues, toi, les objectifs d'apprentissage à l'intérieur d'une organisation quand tu arrives? De manière classique, je fais une analyse de besoin. OK. Je fais une analyse de besoin en fonction de ce que les parties prenantes vont identifier comme besoin. Ça, c'est la première affaire. Après ça, je vais aussi faire
une analyse sommaire du système. Donc, le système socio-technique, là, les équipes, les outils, comment ça fonctionne, etc. Puis ça peut m'amener, puis généralement, ça m'amène à venir identifier d'autres cibles d'apprentissage. OK. Puis y a-t-il un exemple pragmatique que tu pourrais nous donner en référence de ce que tu fais? J'ai un de mes clients qui a implanté une solution d'intelligence artificielle en début d'année. OK. Et fallait former les équipes sur, évidemment, cette solution-là et les changements de processus. Puis, dans le domaine du manufacturier, puis dans la PME, on n'a pas nécessairement des très, très gros budgets, ni de grosses équipes, comme on va retrouver dans nos compagnies d'assurance, où tu as des équipes spécialisées en formation et en andragogie. Fait que ce que j'ai proposé comme solution, puis c'est ce qu'on a fait, on est venu identifier quels étaient les besoins. Puis moi, ma règle, c'est toujours la loi de Pareto. C'est quoi le 20 d'affaires qu'il faut apprendre pour fonctionner à 80 du temps dans les 3 premières semaines? Puis là, l'approche pédagogique que je les ai pondue, là, je l'ai utilisée à quelques reprises. Pardon. C'est une approche qui est très, très simple parce que c'est pas non plus des formateurs qui forment. Ouais. Ce sont des SMI qui forment. Fait que l'approche était la suivante. Je te présente la procédure ou le processus. Je t'explique à quoi il sert, pourquoi, qu'est-ce qu'on vise avec ça. Je te fais une démo, je te fais pratiquer. Je réponds à tes questions. Fait qu'on fait ça sur tous nos éléments qu'on a identifiés. Fin AM, fin PM, on vient introduire une boucle qui permet de résumer, de mettre tous nos morceaux ensemble. Fait que fin AM, j'ai une première boucle intégratrice qui me permet de revenir sur tout ce que j'ai vu avant. En PM, même affaire. Et on fait ça, on l'a fait sur toute la semaine. Puis à la fin de chaque jour, nos boucles d'intégratrices devenaient de plus en plus grosses. Fait qu'à la fin de la semaine, la vue d'ensemble, tout le monde l'avait. Et d'avoir fonctionné de cette façon-là, bien, ce que ça a permis de faire, c'est qu'il y avait eu une phase 1 à ce projet-là, ça avait été une catastrophe. La phase 2, personne ne s'est aperçu qu'il y avait un changement en place. Personne. Personne ne l'a vu à l'extérieur. Tout en douceur. Tout en douceur. Avec du monde qui se sent en contrôle. Oui. Excellent. Dis-moi, quand on parle de leadership transformationnel, comment tu définirais le leadership transformationnel? Puis particulièrement dans une période où on vit, on le sait, là, bon, beaucoup d'instabilité, là, une période, moi, que je considère comme étant cruciale au niveau du leadership. Donc, comment tu définirais ce leadership transformationnel-là actuellement? Je dirais que c'est un leadership qui doit être capable de composer avec l'effet de l'incertitude. Donc, on est dans un contexte qui est très anxiogène. On parlait de monde VUCA dans les années 90, fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on est dans un environnement banni pour fragile, anxiogène, non linéaire, non compréhensible. Fait que ça veut pas, ça demande d'être capable de se retrouver des repères dans un environnement qui est en mouvance constante et de plus en plus complexe. Fait que ça, c'est un premier élément. Ensuite de ça, il faut que je sois capable de gérer mes propres émotions. Si, comme leader, je suis pas capable de gérer mon stress, mon anxiété, stimuler ma mobilisation dans le mouvement, ben c'est just too bad. Avec le jeu des neurones miroirs, je vais contaminer mon monde. Alors que si je suis positif dans le changement, même si je sens ça un peu chaotique, ben c'est ce que je vais communiquer, puis c'est ce que mon monde, je vais les amener à ressentir. Bien, je dirais, ça, c'est une deuxième chose. L'autre élément qui est critique dans ce contexte-là, on est dans des changements qui vont toucher la culture. Il faut que je sache, comme leader, comment je joue sur la culture, particulièrement au niveau des présupposés et des croyances, et finalement, comment je développe des croyances d'efficacité dans mes équipes. Comment j'amène mon monde à croire qu'ils sont capables de réussir ces nouvelles tâches, ces nouvelles responsabilités-là, et comment je les amène à croire qu'ils sont capables d'être résilients. Ça, pour moi, là, c'est une clé qui est critique. Parce que si j'amène mon monde comme leader à croire qu'ils sont capables de réussir, qu'ils sont capables de faire face aux difficultés, quand va venir le temps de
de les former, ça ne sera pas trop compliqué. Parce qu'apprendre quand on est anxieux, là, c'est just too bad, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Ça se ferme. C'est ça. Ça se referme comme une huître là, à double tour. Mais y a-tu des outils, des astuces, des stratégies que tu mets en place pour favoriser justement cette résilience-là à l'intérieur des équipes de travail dans lesquelles tu interviens? Oui. La première boussole sur laquelle on va travailler, c'est la vision. Fait que, puis la vision, c'est pas la vision du projet. Ah oui. C'est quoi ta vision cible de ton organisation? Pourquoi il faut y aller? Pourquoi il faut y aller maintenant? C'est quoi qu'on vise comme bénéfice? Ça va être quoi les grandes étapes? Générer de la prévisibilité. Fait que comme ça, quand tout bouge, tu sais que ta destination, là, c'est Montréal. C'est pas Sherbrooke, là. Fait que ça, c'est la première affaire. Fait que comme ça, on a une étoile du Nord sur laquelle on peut se brancher tout le monde quand on devient un petit peu perdu parce que tout bouge. Oui. Au niveau du développement des croyances d'efficacité, Albert Bandura a fait des travaux monumentaux. C'est le précurseur, d'ailleurs, de ce concept-là. Puis il a démontré, dans toutes les recherches qu'il a faites, puis toutes les recherches que les autres chercheurs ont fait au niveau des approches socio-cognitives, c'est pas compliqué de développer des croyances d'efficacité, là. Pour développer des croyances d'efficacité, je dois vivre des petits succès. Fait que comment je fragmente les objectifs pour qu'ils soient suffisamment proximaux que ma personne est toujours placée en condition de succès? Oui. Après ça, bien, l'autre chose, est-ce que je suis capable de lui présenter des modèles auxquels elle peut s'identifier parce qu'ils lui ressemblent? Puis là, c'est des stratégies de modelage. Puis généralement, si je vois quelqu'un qui me ressemble réussir, je vais me dire, je suis capable. Le troisième élément, c'est comment est-ce que, comme gestionnaire, je donne un feedback positif à mon monde et que je viens recadrer les échecs comme des occasions d'apprentissage. Oui. Ça, c'est une clé monumentale. Et la dernière, je reviens avec mon affaire d'intelligence émotionnelle, bien, c'est comment est-ce que j'amène ma gang à interpréter les signaux de stress qu'ils ressentent comme des moteurs énergisants pour propulser le mouvement. Excellent. Puis, dis-moi, là, tantôt, tu parlais de culture d'entreprise. On peut parler de culture de changement aussi en entreprise. Et quels conseils donnerais-tu aux gestionnaires qui veulent assumer et assurer un meilleur leadership au sein d'une culture de changement en entreprise? Tu penses à quoi, par exemple, en termes de culture du changement? Bien, écoute, pour certains, là, le changement, là, ça terrorise, ça fait peur. OK? Puis tu parlais de croyances tantôt. Donc, c'est sûr que si j'ai des croyances qui me freinent moi-même, donc comment je peux faire pour créer une culture d'entreprise qui favorise le changement quand moi-même, OK, j'ai de la réticence face au changement? Bien, c'est sûr que si une organisation a vécu un historique de changements qui se sont mal passés et qui ont été très difficiles, on part d'un petit peu plus loin. Oui. Mais même si on dit qu'une entreprise a vécu bien des changements difficiles, elle en a toujours bien vécu qui ont bien été parce qu'elle ne serait même plus en affaires. Il ne serait plus là. Fait que l'idée, c'est de recadrer l'attention. On focus tout le temps où nos douleurs sont. Oui. Ça, c'est aussi vrai qu'à cheval, on dit regarde où tu vas parce que les mains vont où les yeux vont, comme au volant d'un auto. C'est la même affaire si tu focuses rien que sur ce qui va mal, sur les expériences qui ont été difficiles, ben tu viens stimuler puis nourrir l'anxiété. Fait que l'idée, c'est de faire des stratégies de recadrage pour aller trouver dans l'histoire de l'organisation et des équipes les succès qu'ils ont rencontrés, parce qu'ils en ont rencontrés, et de faire des stratégies de modelage en venant identifier les stratégies qu'ils ont mis en application à ce moment-là pour réussir, et de voir comment est-ce que je peux réutiliser cette stratégie-là face au nouveau changement qui s'en vient. Et là, on a un gain qui est extrêmement intéressant parce que je fais de la réutilisation, fait qu'automatiquement, j'ai confiance en ma capacité. Ouais. Et je me prouve que je suis capable. Fait que là, on vient stimuler les croyances d'efficacité. Puis tu as certainement dû avoir des cas de résistance au changement aussi dans les différentes expériences que tu as vécues. Y a-t-il un cas qui te vient en tête en ce moment sur lequel tu pourrais nous donner des exemples plus concrets de ce que tu as fait? Je dirais
plus souvent qu'autrement, là, quand j'arrive dans une organisation, on me dit tout le temps la résistance des employés. Là. Je ne veux pas être plate, là, mais toutes les recherches démontrent que le groupe qui est le plus en résistance, c'est les gestionnaires de premier niveau. Puis ils ont bien raison de l'être. Avec tout ce qu'on leur demande, puis le peu d'accompagnement. Ouais. Ceci dit, règle générale, les résistances que j'ai rencontrées de la part de personnes, que ce soit un gestionnaire ou un employé, il y avait vraiment raison d'être en résistance parce qu'on s'en allait solidement dans le mur. Fait que de les avoir écoutés, là, je vais être vulgaire, ça a sauvé le cul de la business. Ouais. Mais ça, c'est en général. Je pense à un cas, v'là 2 ans, où je suis intervenue. Toutes les équipes qui étaient impactées par ce Go Live-là étaient vraiment en état de panique. Et j'ai eu à intervenir dans les groupes de formation pour expliquer ce par quoi ils passaient. La courbe des émotions, la courbe de productivité, la courbe d'apprentissage, pour recadrer. Dans le fond, c'est une stratégie de recadrage par la normalisation du phénomène qui est en train de vivre. Ça les a calmés, ça les a aidés. Mais c'était pas suffisant parce que l'émotion, c'est un symptôme, là. C'est pas une cause, là. Ouais. Et il y avait quand même des éléments à venir travailler en amont pour venir solidifier l'atterrissage de la solution. Fait qu'en les écoutant, bien, ça m'a donné un input, des informations clés pour être capable d'aller travailler et mettre en place des conditions de succès. Moi, dans ma tête, quand une équipe résiste, que ce soit gestionnaire, employé, il faut tout le temps les écouter. Ils ne résistent pas pour le fun et ils sont, à mon avis, jamais dans le champ. Oui. Donc, il y a matière à réflexion puis à aller approfondir. Oui. Dans tes interventions, tu parles d'approche collaborative. Oui. OK? Peux-tu nous expliquer comment ça se traduit en termes d'intervention, une approche collaborative? Bon, je pourrais dire, là, mettons, je vais starter comme ça. Ça fait presque 35 ans que je fais ça, là. J'ai pas besoin de grand monde pour faire une analyse d'impact. Pas besoin à rigueur, je pourrais ne pas parler à personne, puis je serais correct. Ouais. Mais je fais encore mes analyses d'impact avec des employés qui vont être impactés et avec des gestionnaires. Pourquoi? Parce que cet exercice-là qu'on fait devient un exercice de co-création qui me permet d'attirer l'attention sur des éléments spécifiques et de déjà mettre le mouvement en place pour qu'on se prépare à la transition. Fait que je travaille toujours de cette façon-là. Je vais travailler avec les gestionnaires pour tout créer ensemble parce que ça me permet de gérer les insécurités qu'il pourrait y avoir parce qu'à un moment donné, pour les gestionnaires, la pression devient extrêmement forte. Parce que, je vais dire, comme je dis tout le temps, là, on ne ferme pas la shop parce qu'on change. Ouais. Fait qu'il faut que tu continues de maintenir tes standards de productivité. Ta gang devienne de plus en plus stressée, il faut que tu les accompagnes, puis tu commences à avoir peur de ne pas y arriver. Fait que le fait de le travailler avec eux permet de générer de la prévisibilité, ça me permet d'éviter les angles morts, ça me permet de leur mettre en évidence leurs propres angles morts, puis de créer des stratégies qui vont être beaucoup plus facilitantes puis beaucoup plus percutantes. Fait que je gagne l'efficacité, je gagne en qualité d'intervention, puis eux apprennent. Fait que quand je m'en vais, je ne pars pas avec mon petit bonheur. Ils ont appris. Ils ont appris. Oui. Là où tu interviens, là, dans les projets de transformation, là, comment tu fais pour évaluer, mesurer le succès puis l'impact de tes interventions? Je dirais que là où je me distingue de pas mal de monde en gestion de changement, moi, ma façon de mesurer le succès est assez pragmatique. C'est pas une affaire d'émotion. C'est combien de temps que ça te prend pour retourner à tes standards de productivité, retourner à tes standards de qualité. Puis, idéalement, si ma stratégie de mise en œuvre a été bien faite, que notre travail avec les gestionnaires a été bien fait, évidemment, là, je prends pour acquis qu'on a une bonne solution, là. Mais mes 3-4 derniers projets, là, 2 mois après, là, on est en amélioration continue. Puis sur quel élément tu te bases pour mesurer cette évolution-là? La majorité des organisations ont des taux de productivité pour leurs équipes. OK.
tant de dossiers à l'heure, par exemple, tant d'erreurs sur X dossiers. Fait que ça me prend combien de temps pour retourner à ces fameux chiffres-là? Combien de temps pour revenir à des délais d'appel normaux? Donc, des éléments factuels. Factuels. La durée d'appel. Est-ce que... Parce que si mon employé n'est pas solide, ma durée d'appel, elle vient d'exploser. Là. Oui. Fait que je me base sur ça. Je me base sur des chiffres. Parce qu'ultimement, la gestion de changement, c'est pas une affaire de gestion de petits cœurs. C'est une affaire de protection d'opération. Oui. Bien pragmatiquement, bête et plate, là, ça sert à protéger ta business. En parlant de vision d'avenir, de vision du futur, comment tu vois l'évolution du rôle des gestionnaires? Puis, tu sais, on est à une ère où il y a beaucoup et de plus en plus de télétravail. Tu parlais de technologie tantôt, de la présence de l'intelligence artificielle. Comment tu vois l'évolution du rôle des gestionnaires dans un climat puis dans un environnement comme celui dans lequel on est aujourd'hui? Je trouve que ça se complexifie toujours pour les gestionnaires. À peu près tous mes clients actuellement, leurs employés travaillent remote une partie de la semaine, au bureau l'autre. Les gens ne se présentent pas nécessairement les mêmes journées au bureau. Fait que ça, pour le gestionnaire, ça amène certains défis. Au niveau, pas de la productivité, là. Parce qu'au niveau de la productivité, le COVID nous a quand même permis de constater qu'on reste productif. Ouais. Le problème n'est pas là. C'est plus pour la mobilisation, créer le lien social, l'attachement, où là, c'est un défi supplémentaire. Puis, ça nécessite de créer d'autres types de rituels pour pouvoir développer ces relations-là. Fait que ça, c'est un des éléments. L'autre élément, bien évidemment, plus de complexité, plus de vitesse. Ça va demander... Le gestionnaire de demain, là, son meilleur outil, c'est lui-même. Sa capacité à anticiper à partir d'indices très, très faibles, sa capacité aussi à analyser d'une manière systémique les choses, sa capacité à se gérer, à se maintenir dans un état émotionnel qui est le plus porteur. Ouais. Puis après ça, là, apprendre les outils, là, c'est tout du procédural simple. Là. C'est bébé. À rigueur, un singe peut le faire. Mais apprendre à te gérer, à utiliser ton énergie pour mobiliser ta gang, ça, c'est un autre game. Il y a un gros travail sur soi-même à faire. Oui, sur soi-même, puis à deux niveaux, émotionnel, analytique. Quand je regarde les derniers chiffres que le Forum économique mondial ont sortis en termes de compétences recherchées d'ici 2030, bien, ce qu'on a comme score, là, c'est la capacité d'analyse, la créativité. Il y a évidemment tout le volet de l'IA. Ensuite de ça, là, leadership, résilience, agilité. Oui. Bien, leadership, résilience, agilité, là, c'est toi-même dans ton profond. Oui. C'est là qu'on vient jouer. On va creuser, là. Oui. On va creuser. Puis toujours en parlant de creuser, c'est... Bien, je vais enlever le si, tiens. Il y a des personnes qui nous écoutent là, puis qui ont peut-être le goût de se lancer en développement ou en transformation organisationnelle. Donc, des jeunes professionnels qui ont le goût de prendre un rôle de leader, de leadership. OK? Quel conseil tu leur donnerais? Et là, je vais me faire crucifier, mais je vais quand même le dire. Vas-y. Là, les maudites certifications, ADCAR, puis ProSci, puis ces bébelles-là, là, c'est le fun, là, mais c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un qui est un solide professionnel en gestion de la transformation. Ouais. Parce que ce sont des méthodes qui étaient très collées sur le waterfall. Tous les projets se font en agile et tous les projets n'arrêtent pas de bouger. Fait que déjà là, quand on le sait, là, dès qu'on parle d'un changement d'importance en termes de projet, le taux de réussite est à 10 %. Fait que ça va bouger. Ça va bouger dans les dates, ça va bouger dans les objectifs, ça va bouger dans la portée. Fait que ce que ça prend, là aussi, il faut travailler sur son petit soi-même. Oui. On n'en sort pas. Développer sa capacité d'analyse systémique, développer une capacité aussi de généraliste. J'en ai formé plusieurs des professionnels qui sont aujourd'hui super, super forts.
Et ce qu'il y a de commun à ce monde-là, c'est que je les ai développés en gestion de changement, en formation, en développement organisationnel, puis en processus. Fait que quand ils regardent une organisation, ils regardent multiniveau. Fait que ça te donne... Ça t'amène à voir des affaires que les autres ne verront pas. Puis des leviers très intéressants sur lesquels agir. Puis l'autre chose, bien, c'est évidemment, développe ta capacité à communiquer. Pas communiquer, mettre un récepteur, plus dans les approches de l'école de Palo Alto, la pragmatique de la communication. Communiquer en fonction des effets que tu veux avoir. Puis le sens politique. Oui, le sens politique. La politique, là, il y en a partout. Partout. Puis je reviens sur un point important là, que tu viens de soulever. Là. Mais, tu sais, souvent, les gens vont parler de prendre du recul, tu sais, d'avoir une dimension différente. Puis moi, je parle plus de prendre la hauteur pour avoir une vision 360. Puis c'est ça que tu es en train de nous dire. Oui. Donc, avec une vision 360, tu es capable de voir le terrain de jeu au complet. Je fais référence au casse-tête ou au mobile d'enfant que tu parlais tantôt. Donc, de voir l'interrelation de tous les éléments ensemble parce qu'un processus de changement, c'est pas seulement un point. C'est un ensemble de points qui sont à considérer dans l'équation finale. Définitivement. Puis comme je le disais pas mal plus tôt, même quand on dit qu'on est en transformation organisationnelle, tu n'as même pas 20 d'affaires qui vont bouger dans les faits. Ouais. Fait que tu rentres des nouvelles choses dans des choses déjà installées qui fonctionnent dans un écosystème avec un certain niveau de performance. Fait qu'il faut insérer ces nouveaux éléments-là pour qu'ils fassent du sens dans ce qui reste. Tout à fait. Notre entretien tire pas mal à sa fin. Là. Mais là, j'ai encore 2-3 petites questions pour toi. Donc, on voit très bien, moi je le vois, là, que tu es une passionnée. Tu es vraiment passionné par ton sujet, tu es passionné par ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, toi, dans ton travail? Je fais beaucoup de coaching de gestionnaire. Mais j'ai comme fini par me spécialiser au fil des ans dans le coaching de gestionnaire sur le bord de la porte. Fait que je suis comme la dernière chance. Ouais. Pas mal. Puis ce que je peux dire à date, ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça, tous les gestionnaires que j'ai coachés ont tous atteint des niveaux clés dans l'organisation. Ils ont des bien meilleurs salaires. Ils sont rendus des éléments pivots de leur entreprise. J'en ai de ceux-là qui, aujourd'hui, je les coach pour qu'ils coachent et fassent grandir leur équipe de gestion. Ouais. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire. Puis quand je vois qu'on arrive en post-implantation, que j'ai une de mes clientes qui me disait récemment, « Nathalie, on est passé de la panique à 2 semaines avant le go-live, on était là, hey, on sait qu'est-ce que c'est faire. » Puis 1 mois après le go-live, on était en amélioration continue. Fait que tout le monde était confiant, malgré qu'il faisait place face aux plus gros changements de toute l'histoire de la compagnie. Là. Ça, pour moi, là, ça, c'est ma paye. C'est la récompense ultime. Oui. Tantôt, tu parlais d'un livre, tu as donné un livre en référence, mais pour les gens qui nous écoutent, as-tu des suggestions? Reviens avec ce livre-là là, pour le décrire, mais as-tu d'autres suggestions de livres ou de documents de référence qui pourraient permettre à des gens, justement, de faire la différence puis d'être plus alignés dans la direction que tu soulèves ici? Je dirais, évidemment, La 5e discipline de Peter Senge, qui est sorti en première édition en 1990. Moi, ce livre-là, ça a été un livre clé. Une révélation. Vraiment. Particulièrement l'analyse systémique. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, toutes les approches de communication selon l'école de Palo Alto ou les livres que Paul Václavic a écrits au niveau vraiment de tout le courant de la thérapie brève, la programmation neurolinguistique de Bandler, entre autres. Là, ça nous donne vraiment des stratégies de communication qui sont extrêmement efficaces. Edgar Schein, au niveau de la culture, n'a pas écrit bien des livres, mais il y en a 2 dont j'ai pas le titre en tête, qui sont faciles à trouver, qui sont sur la culture organisationnelle. Ça permet vraiment de comprendre comment ça se construit. Et tous les livres d'Albert Bandura au niveau du développement des croyances d'efficacité.
Donc, il y a des belles références. Oui, Des puis bonnes même si références. c'est vieux, Ouais. si c'est vieux, C'est toujours pertinent. je vous le dis, c'est pertinent. Puis Paul Václavic, là, on parle de livres qui datent des années 70. Fait que, avis aux intéressés, ça n'a pas été dépassé encore. C'est bon. Pour conclure, quel message souhaites-tu laisser aux entrepreneurs, aux gestionnaires qui nous écoutent? S'il y a un message en particulier que tu veux leur livrer, là, ça serait quoi? Lisez Peter Senge, ça c'est définitif. Lisez Peter Senge, ça vaut la peine. Ensuite, intéressez-vous beaucoup à tout ce qui est VUCA banni. Ça permet de se donner des repères pour comprendre l'environnement et son évolution. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Et il n'y a pas si longtemps, je formais des gestionnaires qui avaient été formés un mois avant sur le banni. Je leur ai demandé c'était quoi, personne ne s'en rappelait. Fait que formez-vous là-dessus, puis retenez-le, s'il vous plaît. Ça va vraiment vous donner une grille de lecture percutante pour comprendre ce qui se passe, puis être capable de vous tracer des repères dans cet environnement-là. Et récemment, moi aussi, je suis coachée. Ah, Ouais. c'est bon, ça? Comme dirait le père d'une de mes amies, personne n'a le cul à l'épreuve des chiens. Fait que moi aussi, je suis coachée. Et ma coach m'a amené à travailler sur 3 indicateurs sur lesquels je dois me donner des actions clés à toutes les semaines. Et un de ceux-là, c'est le KPI moi. Donc, il faut se choisir, il faut se prioriser et il faut travailler sur notre nous-mêmes. Vous allez être toujours l'outil le plus percutant. Il n'y aura jamais aucune technique qui va remplacer ça. Hey, Et voilà. c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Écoute, j'ai le goût d'une dernière. Ah, pardon. OK? T'as-tu un slogan, un mantra ou encore une citation que tu utilises fréquemment que tu pourrais nous partager? À part, personne n'a le cul à l'épreuve des chiens. Ouais. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là. Je dirais « show must go on Ouais. ». Fait que pour moi, c'est... Malgré les défis, les difficultés, les contraintes auxquelles les équipes sont confrontées, il faut que le show continue, il faut que l'organisation continue de livrer. Fait qu'il faut toujours avoir ce double regard. Ouais. Comment je fais la transformation et comment je m'assure de protéger mes opérations. Avant de terminer, là, il y a des gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter aussi en rediffusion. Et là, tu as suscité leur intérêt, tu as capté leur attention. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Je vais lancer en septembre une formation de 3 mois en développement du leadership transformationnel, issue vraiment, là, j'ai conçu des outils puis une démarche issue de la pratique que j'ai développée au fil des années, puis que j'ai utilisée avec beaucoup de succès. J'ai aussi un outil gratuit, j'ai un Calendly. Vous pouvez me rejoindre facilement sur LinkedIn. Je suis très active. Sinon, est-ce que tu penses à autre chose? Nathalie Chiasson sur LinkedIn. Tu es sur Oui. les réseaux sociaux. Oui, très active. Je publie à tous les jours. OK. Donc, tu as une infolettre aussi à laquelle on peut s'abonner, dans laquelle tu Définitivement. livres beaucoup de valeur. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, sur LinkedIn, Nathalie Chiasson. Et un immense merci pour ton temps, pour ta générosité, pour toute ton ouverture, parce que, écoute, ça a été une heure très remplie, avec beaucoup de valeurs, je te dirais, t'amener des points de réflexion, puis de changer notre vision du domaine du leadership organisationnel. Donc, c'est un immense merci, Nathalie. Bien, merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, à très bientôt pour un autre épisode de podcast captivant de Ceci n'est pas du coaching.